Salam alaikum. On va faire le cours des tumeurs de médiastin. Comme introduction, le médiastin peut être le siège des pathologies tumorales bénignes ou malignes très variées. Ça veut dire, dans le médiastin, on peut trouver des cancers, d'accord, ou des tumeurs qui sont bénignes ou malignes très variées. Chacune étant associée à un compartiment médiastinal particulier. Et bien sûr, dans chaque médiastin, on peut trouver un type différent de tumeurs. Ces tumeurs sont rares, souvent de découverte fortuite. Ces tumeurs sont rares, d'accord, les tumeurs de médiastin sont rares et souvent de découverte fortuite, d'accord. À l'occasion d'un examen, elle pose un problème de diagnostic étiologique et le diagnostic définitif et histologique. Bon, le problème de tumeur médiastinale, c'est le diagnostic étiologique, d'accord. De savoir c'est quoi l'étiologie, c'est très difficile dans le tumeur de médiastin, et le diagnostic définitif, si on fait l'histologie. Rappel anatomique. Le médiastin, il est situé entre les deux poumons, d'accord. Entre les deux poumons, il y a le médiastin qui contient le cœur. Il y a l'œsophage, d'accord, le cœur en avant, l'œsophage, il y a la trachée. Après la trachée, la bifurcation, il y a les deux branches souches, les gros vaisseaux sanguins, d'accord, les gros vaisseaux, l'aorte, d'accord, et lymphatique, ainsi que des nerfs. Il y a passant également. Il est divisé, bon, c'est la division classique. Il est divisé en 3 compartiments, d'accord, le médiastin antérieur, le médiastin moyen et le médiastin postérieur. Pour le médiastin antérieur, d'accord, antérieur, moyen, postérieur, supérieur et 3 étages, supérieur, moyen et inférieur. Antérieur, contenant le cœur, d'accord, dans le médiastin antérieur, il y a le cœur, il y a l'aorte ascendante, d'accord, il y a les artères pulmonaires, il y a la vene cave supérieure. Et pour le médiastin moyen, il contient les voies aériennes supérieures, ça veut dire la trachée et la division. Ici. La trachée et la division, c'est dans le médiastin moyen. La division de la trachée, c'est la carène. Et pour le médiastin postérieur, il contient l'œsophage. D'accord, l'œsophage toujours il est postérieur. Il y a aussi l'aorte descendante, l'aorte ascendante dans le médiastin antérieur et l'aorte descendante dans le médiastin postérieur. On individualise 9 compartiments médiastinaux selon variété, 3 compartiments d'avant et arrière et 3 étages. Et le compartiment selon variété, c'est selon l'axe trachéobronchique. D'accord, selon l'axe trachéobronchique, on parle des étages et des compartiments. Pour le médiastin supérieur, il est en dessus de l'angle sternal de Lewis. Le diagnostic clinique du tumeur médiastinale, premièrement, on commence avec les signes fonctionnels. Ça veut dire les circonstances de découverte. Elle peut être de découverte fortuite à l'occasion d'un bilan préopératoire. D'accord, pour faire une opération, on fait un bilan. La découverte du tumeur médiastinale, elle peut être fortuite ou lors d'une visite systématique à la suite des symptômes. Bon, ces symptômes sont non spécifiques de l'atteinte médiastinale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signes qui sont pathognomoniques de l'atteinte médiastinale. Elles peuvent se voir dans les atteintes parenchymateuses, parce que c'est fonctionnel, on peut les trouver aussi dans les atteintes parenchymateuses. Ce sont premièrement, il y a les signes respiratoires. Il y a les signes respiratoires, les signes extra-respiratoires et les signes généraux. Pour les signes respiratoires, c'est la dyspnée, d'accord, la toux qui sèche, rarement des hémoptysies. Il y a aussi le wheezing, la dysphonie. Oui, c'est pas l'atteinte des voies, c'est l'atteinte des voies respiratoires. D'accord, le wheezing, c'est l'atteinte des voies aériennes supérieures et c'est pas des sifflements. Il y a la dysphonie. On a des wheezing, c'est les sibilances. Ils sont des sifflements expiratoires avec voie pétonale et des douleurs thoraciques. D'accord, il y a aussi la voie pétonale et on peut trouver jusqu'au douleurs thoraciques. Surtout c'est dans le médiastin antérieur. Et la voie pétonale, c'est surtout dans l'atteinte du récurrent. Pour les signes extra-respiratoires, il y a la dysphagie à cause des compressions, la dysphagie. Il y a les signes neurologiques de myasthénie, surtout dans le thymmum. La myasthénie, surtout dans le thymmum. Les signes généraux sont rares. Les signes généraux comme la fièvre, l'altération de l'état général,
prurite. Bon, la prurite, l'altération de l'état général et la fièvre sont des signes de lymphome. D'accord? La fièvre, l'altération de l'état général, le prurite, c'est des signes de lymphome. Il y a aussi l'érythème noyau. L'examen physique, d'accord, il y a les signes fonctionnels. Après, on fait notre examen physique. Il faut rechercher des manifestations veineuses, d'accord. Les manifestations veineuses de type de cyanose, on peut trouver la cyanose, la circulation veineuse collatérale par compression de la veine cave supérieure. En cas de compression de la veine cave supérieure, il y a une circulation veineuse collatérale parce que la veine cave supérieure, elle est comprimée. Il y a aussi l'œdème. Il peut se manifester par une peau fissure de visage, bien sûr. S'il y a de l'œdème, on peut trouver une peau fissure de visage et des paupières surtout, et comblement du processus claviculaire par l'œdème, ou un œdème cervico-facial et brachial en bilirine. D'accord. Dans la partie supérieure du cou, des manifestations artérielles, déplacement des centres de battement avec souffle systolique. Il y a les manifestations veineuses, il y a aussi les manifestations artérielles. Les manifestations artérielles, il y a déplacement des centres de battement avec souffle systolique. Pour les signes artériels, il y a déplacement des centres de battement, il y a inégalité des pouls et il y a inégalité tensionnelle. Tout ça à cause de compression, d'accord? Tout ça à cause de compression. Et pour le déplacement des centres de battement, c'est à cause de la pression sur le cœur par la compression. Et voire même disparition des pouls à cause parce qu'il y a compression totale de l'artère. Les manifestations nerveuses, voie bétonale par atteinte récurrentielle, d'accord, atteinte du nerf récurrent, le syndrome de Claude-Bernard-Horner, c'est myosise, ptosis et inophtalmie, atteinte du sympathique à cause de atteinte du sympathique cervical. Il y a les algies, il est paralysé par amyotrophie, par atteinte du plexus brachial. D'accord, même l'atteinte du plexus brachial, on trouve une amyotrophie. La paraplégie par atteinte médulaire. D'accord, tout ça à cause de la compression. Et les manifestations pariétales, comme la déforme. Aussi, pour le nerf phrénique, on peut trouver ok, d'accord. Des manifestations pariétales, rarement retrouvées, déformations thoraciques en masse. Et pour les signes paranéoplasiques, bien sûr, parce que ce sont des tumeurs, c'est la gynécomastie, le syndrome de Cushing. Ce sont des manifestations syndrome paranéoplasique qui accompagnent les tumeurs. Le syndrome de Cushing à cause de l'augmentation de l'hormone, l'hypocratémie digitale, d'accord, à cause de l'hypoxie, ostéoarthropathie hypertrophiante pneumonique, c'est de Pierre-Marie. Ce sont des syndromes paranéoplasiques. Dans ce syndrome, on trouve les polyarthrites et l'hypocratisme digital. Pour l'atteinte du canal thoracique, on peut trouver de le thorax, l'œsophage, dysphagie et tout ça. Le regroupement de ces signes cliniques permet de suspecter le siège d'anomalie médiasténale. C'est le syndrome, il est antérieur. Bien sûr, c'est antérieur. Des douleurs presternales, d'accord. Le syndrome cave supérieure. Parce que dans le médiastin antérieur, on trouve la veine cave supérieure. Des troubles respiratoires majorés par le décubitus. Parce que qui dit le décubitus, c'est la compression. D'accord. Des anomalies pariétales des anomalies pariétales parce que c'est antérieur, sternocostal et un syndrome endocrinien. Pour le syndrome moyen, dans le médiastin moyen, on trouve les voies aériennes supérieures, la trachée et la division. Bien sûr, si la toux. C'est la dyspnée. Et pour la syndrome médiastinale postérieure, on trouve l'œsophage et la voie descendante. C'est la dysphagie, même des douleurs radiculaires, trajet des nerfs, les manifestations sympathiques et aussi les compressions médulaires, parce que c'est postérieur. Pour les syndromes cave supérieure, le syndrome cave supérieure, c'est à cause de compression de veine cave supérieure. On peut trouver des cyanoses de la face, œdème en bilirine avec complément du crochet claviculaire, tergescence veineuse. Il y a d'autres signes en rapport avec la gêne du retour veineux. C'est les vertiges, les acouphènes, les céphalies, d'accord. Le diagnostic radiologique pour le syndrome de médiastin, la radiothorax de face, on fait la radiographie de thorax standard de face et profil. On reconnaît la tumeur médiastinale par les caractéristiques suivantes. Bon, d'accord.
Il y a un TD pour les tumeurs médiastinaux. Bon. Bon, la description, image radiologique faite d'une opacité homogène. Elle a une limite interne invisible noyée dans le médiastin, d'accord? La limite interne, elle est noyée dans le médiastin. Elle se raccorde en pointe douce, d'accord? Dans les tumeurs de médiastin, la pointe est douce. Dans les autres parenchymateuses, la pointe est aiguë. Médiastin, douce, ça veut dire ouverte, angle ouverte. Angle ouvert, d'accord. Au médiastin sur l'incidence tangentionnelle, bien sûr, elle dessine un angle de raccordement de plus de 90, d'accord. Si elle est plus de 90 degrés avec le médiastin. Elle a une limite externe nette et contenue convexe vers le poumon, d'accord. Si la limite externe, elle est interne, elle est convexe vers le poumon. La radiothorax de profil permet de préciser le siège, bien sûr. Et parce que de face, on peut voir juste l'antérieur. Pour faire le cliché, elle est antérieure. En utilisant les signes, d'accord. On doit utiliser ici les signes de défi cervico-thoracique. Pour la TDM, dans la TDM, un examen est plus sensible permet une meilleure étude de tumeur de médiastin. Elle précise la topographie, bien sûr, avec la TDM. On peut préciser la topographie, la nature de l'image tissulaire, si elle est tissulaire, si l'image elle est liquidienne ou elle est mixte. Les rapports avec les organes de voisinage et le degré d'envahissement de médiastin qui est un signe de malignité. Bien sûr, s'il y a des signes d'envahissement de médiastin, la tumeur elle est maligne. D'accord, masse médiastinale antérieure envahissant les vissons du médiastin, aorte ascendante et la veine cave supérieure. Pour l'IRM, elle permet de faire des coupes, elle permet de visualiser des coupes, d'accord. Elle permet de visualiser les gros vaisseaux et surtout les rapports avec la tumeur, d'accord, parce que c'est très important, surtout par la chirurgie, et intéressante pour l'exploration des tumeurs médiastinales. Et intéressante pour l'exploration des tumeurs médiastino-postérieures. Le diagnostic topographique. Une fois le diagnostic positif est fait, la lésion peut être localisée dans un des compartiments principaux de médiastin, intérêt du cliché de profil. C'est pour ça qu'on fait le cliché de profil pour voir le médiastin antérieur, moyen et postérieur. Le diagnostic topographique, premièrement, on a le signe de défi cervico-thoracique. Une masse. Bon, il y a le signe de défilé cervico-thoracique, le signe d'iceberg, et il y a le signe de convergence et recouvrement, et aussi il y a le signe de silhouette. Pour le premier signe, une masse médiastinale supérieure et de siège antérieur, d'accord, elle est supérieure, d'accord, parce que signe de silhouette, on utilise le signe de silhouette quand la tumeur elle est inférieure, d'accord, par rapport au cœur. Mais le signe de défilé cervico-thoracique, ce signe est utilisé dans les masses de médiastin supérieur, d'accord, parce que c'est par rapport au clavicule supérieur et de siège antérieur lorsque le contour externe disparaît au-dessus de la clavicule. Ça veut dire quoi? Si la tumeur, d'accord, elle disparaît au-dessus de la clavicule, comme ça. On ne peut pas voir la tumeur au-dessus du clavicule. Son siège est antérieur. Si on peut voir la tumeur au-dessus des clavicules, elle est de siège postérieur. Sa partie supérieure se noie dans les... Bon, une masse médiastinale supérieure et des sièges antérieurs lorsque le contour externe disparaît au-dessus de la clavicule. Sa partie supérieure se noie dans les partiments du cou, d'accord, comme ça, figure 4. Si partie A, elle se molle, sa partie supérieure se noie dans les parties molles du cou, comme ça. Elle est postérieure. Figure 4, c'est une masse postérieure. Mais 5, c'est des masses antérieures.
Pour le signe d'iceberg ou le signe thoraco-abdominal, une masse, bon, c'est un peu difficile, le signe d'iceberg ou le signe thoraco-abdominal. Pour le signe d'iceberg, une masse médiastinale inférieure, d'accord, elle est inférieure. Parce que dans le signe de défilé cervico-thoracique, la masse elle est supérieure. Dans le contour externe, traverse le diaphragme, d'accord? Le contour externe de cette opacité, elle traverse le diaphragme en s'écartant du rachis. En s'écartant, le rachis et du siège thoraco-abdominal. En s'écartant du rachis et du siège thoraco-abdominal, car son bord externe n'est pas silhouetté par le parenchyme. Inversement, une masse médiastinale inférieure de même topographie dans les contours rejoint le rachis comme le 1, elle reste thoracique. C'est les contours de Tataniyin rejoint le rachis, elle est inférieure. C'est ces contours, d'accord, elle est thoracique. Si ces contours inférieurs rejoignent le rachis, elle est thoracique. Si ces contours, d'accord, en s'écartant du rachis et du sujet thoraco-abdominal, si l'inverse, elle est thoraco-abdominale. Ici, leur contour externe traverse le diaphragme en s'écartant. Elle traverse le diaphragme 2 en s'écartant du rachis et du siège thoraco-abdominal. Pour le signe d'iceberg, d'accord, une masse médiastinale inférieure, une masse médiastinale inférieure dans le contour externe traverse le diaphragme, d'accord. S'il traverse le diaphragme, elle est thoraco-abdominale, en s'écartant du rachis, car son bord externe n'est pas silhouetté par le parenchyme pulmonaire, d'accord. Son bord externe n'est pas silhouetté par le parenchyme pulmonaire, elle est thoraco-abdominale. Il se perd dans le tissu érique de l'abdomen, elle est thoraco-abdominale. Inversement, une masse médiastinale inférieure de même topographie et dans le contour inférieur externe rejoint le rachis. Il rejoint le rachis, elle est thoracique, il est de siège sus-diaphragmatique. Masse médiastinale inférieure, d'accord, elle est inférieure. Signe d'iceberg positif car image visible de part et d'autre du diaphragme. Le signe d'iceberg, elle est positive. D'accord, est-ce que vous comprenez? La masse, elle est toujours inférieure de le signe d'iceberg. C'est pour ça que l'iceberg, elle est positif. Le signe de convergence et de recouvrement iliaire. Il permet de différencier devant une opacité de projection hilaire. D'accord, cette opacité, elle est hilaire. En incidence de face. Une masse médiastinale ou une grosse artère pulmonaire. Ça veut dire on ne peut pas différencier entre une masse médiastinale, elle est médiastinale, ou c'est juste une grosse artère pulmonaire. On utilise le signe de convergence et de recouvrement. Il y a le signe de convergence et de recouvrement. Lorsque les vaisseaux pulmonaires restent visibles au travers de l'opacité. Bon, cette opacité, les vaisseaux pulmonaires restent visibles au travers de l'opacité. Elle est pathologique. D'accord. Si les vaisseaux sont invisibles, c'est juste l'artère pulmonaire. Opacité du médiastin moyen gauche, les vaisseaux traversent l'image. Ça veut dire que les vaisseaux pulmonaires sont visibles. Elle est pathologique, c'est une masse médiastinale pathologique. Le diagnostic topographique sur la TDM, quand une tumeur est volumineuse, elle dépasse souvent son compartiment parce qu'elle est volumineuse. Il peut occuper plusieurs étages du médiastin, rendant difficile sa localisation parce qu'elle occupe plusieurs étages. La TDM du thorax représente l'examen qui va permettre de donner avec exactitude le siège de la tumeur. Pour le diagnostic étiologique, les moyens diagnostiques. Les diagnostics histo. On commence par l'histo. Elle est nécessaire. D'accord, on fait des biopsies. Les biopsies, bien sûr, sont scanoguidées ou échoguidées. On peut faire aussi des biopsies chirurgicales, d'accord, avec la chirurgie, médiastonotomie, thoracoscopie, mini-thoracotomie. Pour les biopsies, bien sûr, sont échoguidées. Les thoracotomies,
d'accord, le transbronchique, ça veut dire quand on fait une fibroscopie bronchique par voie transbronchique, d'accord, ou transœsophagienne. Thoracotomie, lorsque la tumeur médiastinale est extirpable en totalité en cas d'impossibilité de faire autrement la biopsie. Ou on peut faire la thoracotomie. Bilan à demander, d'accord. Selon le compartiment des médiastères, il y a des bilans à demander. Pour le médiastin antérieur, bien sûr, l'alpha-photoprotéine. Bon, je pense que les étiologies. Bon, les 9 compartiments, il y a le compartiment antérieur supérieur, ça veut dire il y a les goitres plongeants dans le compartiment supérieur, les thymomes c'est antérieur moyen, lymphome c'est antérieur moyen, tumeur germinale, d'accord, tumeur germinale c'est antérieur moyen, et les kystes pleuropéricardiques. Les kystes pleuropéricardiques c'est antérieur, les kystes bronchogéniques c'est moyen. Les adénopathies, on peut les trouver dans le médiastin moyen, supérieur moyen. Le kyste bronchogénique, on peut le trouver dans le moyen inférieur. Et postérieur, c'est toujours les tumeurs nerveuses et les tumeurs de l'œsophage. Dans le médiastin antérieur, il y a les tumeurs germinales. C'est pour ça il faut doser les alpha-photoprotéines et les bêta-HCG en cas de grossesse et l'oriente vers une tumeur germinale. Parce que il y a le temps normal, on dose les bêta-HCG pour la grossesse. Si elles sont élevées, dans ce cas, la biopsie de masse médiastinale n'est pas nécessaire. D'accord. C'est des tumeurs germinales. Les bilans immunologiques orientent vers les tumeurs thymiques. D'accord. Parce que on note qu'il y a une association avec les connectivités, les puces, polyarthrite rhumatoïde, d'accord. Si on a trouvé des tumeurs thymiques, c'est très probable qu'il y a des tumeurs, des connectivités associées. L'électromyogramme à la recherche d'un bloc neuromusculaire en cas d'existence des signes de myasthénie. D'accord. Myasthénie, on utilise les blocs neuromusculaires. D'accord. Et ces signes doivent être recherchés systématiquement en cas de masse de loge thymique, parce qu'avec les thymomes, il y a la myasthénie. Le médiastin moyen, l'anomalie peut être abordée par la fibroscopie bronchique. Pour le médiastin moyen, il y a les adénopathies, il y a les kystes bronchogéniques. L'anomalie peut être abordée par on fait la fibroscopie par voie nasale, après bronchique jusqu'aux bronches, ou par la fibro et par écho-endoscopie bronchique ou digestive. C'est pour les adénopathies et les kystes bronchogéniques. Le médiastin postérieur. Il y a les tumeurs nerveuses, il y a les tumeurs œsophages. Nerveuses, c'est les prélèvements urinaires. Pourquoi? Parce qu'en cas de neuroblastome, on peut trouver dans les urines des dérivés des catécholamines. Et pour les biopsies, en cas de tumeur de l'œsophage, on fait des biopsies. On commence par les tumeurs du médiastin antérieur. Les tumeurs thymiques. Les tumeurs thymiques, l'âge, je ne sais pas, c'est pas à comprendre, c'est à apprendre. Les femmes, 45 ans jusqu'à 50, les tumeurs thymiques, elles sont découvertes fortuites, d'accord. Les tumeurs de médiastin sont découvertes fortuites, ou à l'occasion de signes de compression, bien sûr. Fortuite ou il y a des signes de compression. Les autres signes, on a dit myasthénie. Myasthénie, je pense qu'il y a des anticorps anti-acétylcholine. L'érythroblastoménie et hypoagammaglobulinémie. Parce que il y a pour l'érythroblastoménie et l'hypoagammaglobulinémie. C'est des manifestations, c'est immunologique, d'accord, c'est immunologique. Pour le syndrome de Cushing, en cas de carcinoïde thymique, on peut trouver aussi le syndrome de Cushing à cause de sécrétion d'ACTH. D'accord, on a dit aussi il y a les connectivités avec les thymomes. C'est surtout les puces, poliomyosite, c'est des connectivites. Dermatomyosite, ça veut dire inflammation de myopathie. Ça, sclérodermie, il y a la sclérodermie, il y a la dysglobulinémie,
dysglobulinémie. Bon, amylose, d'accord, c'est des conjonctivites. On trouve les anticorps. La TDM, une tumeur en grande partie au niveau de la loge thymique oriente vers le diagnostic. D'accord. S'il y a une tumeur dans la loge thymique, oriente vers le diagnostic de tumeur de thymique. Elle permet aussi d'apprécier les signes d'invasion des faisceaux de médiastin et l'espace parasternal. Le diagnostic se fait souvent par biopsie transthoracique. D'accord. On fait des biopsies transthoraciques qui traversent le thorax sur scanner, bien sûr scanner guidé, rarement par médiastonotomie antérieure. D'accord. C'est surtout les transthoraciques. Le traitement, il est chirurgical dans les tumeurs thymiques. On fait la chirurgie. Bien sûr, si la tumeur elle est extirpable. Sinon, on fait la chimio ou la radio, parce que ce sont des tumeurs. Le goitre endothoracique, il peut s'agir d'un goitre ectopique. D'accord. Un goitre ectopique, ça veut dire de localisation anormale, ou d'un goitre plongeant, qui plonge, d'accord, en bas, en connexion avec la thyroïde cervicale. Bon, l'âge, c'est 40 ans pour le TMOM, c'est 45 ans, 50. Bien sûr, elle est fortuite, comme la plupart des tumeurs. Rarement dyspnée d'effort ou un cournage par voie prise pour un asthme tardif. Il y a les signes de dysthyroïdie. D'accord, il y a des signes de dysthyroïdie. Et la radiothorax de face, prenant la totalité du cou et de la thorax, le goitre apparaît comme une opacité, parce que c'est médiastinal, opacité, dense, homogène, dans le médiastin antéro-supérieur, parce que le goitre endothoracique, il est antéro-supérieur, entraînant une déviation de la trachée à cause de compression par l'accompagnement. Parfois l'accompagnement, déviation jusqu'à la compression. À la limite externe, elle est nette, d'accord, à la limite externe nette. Il disparaît au-dessus de la clavicule. Ça veut dire, on utilise le signe cervico-thoracique, une masse qui disparaît au-dessus de la clavicule, elle est de siège antérieur. Des calcifications peuvent être retrouvées traduites en ancien. Bien sûr, s'il y a des calcifications, c'est très probable que ce goitre est ancien. Le diagnostic de goitre est facile par la TDM. On fait la TDM, d'accord, et le traitement, c'est l'exéra chirurgical. Les tumeurs germinales, les kystes dermoïdes, sont des tumeurs bénignes, des tératomes, contiennent des éléments dérivés de l'ectoderme. Au cours de l'embryogenèse, les éléments organeux sont parfois associés. Genre, on peut trouver des dents, des poils, d'os. Ces éléments sont sont normales, les dents, poils, sont des structures normales, mais de localisation anormale. Au cours de l'embryogenèse, sont des tumeurs germinales. Bon, le terrain, c'est des femmes de 15 ans jusqu'à 30 ans. Par rapport aux autres, parce que c'est germinal, d'accord. Les tumeurs malignes sont plus fréquentes chez l'homme. Les tumeurs germinales, c'est chez les femmes, mais les tumeurs malignes, c'est chez les hommes. Les formes kystiques sont souvent bénignes. Les kystes sont bénignes. Cirrhose de Tuvert, ces tumeurs sont silencieux. Où on peut trouver des signes respiratoires à cause de compression. La radio, les étages de prédilection, c'est surtout le moyen et l'inférieur. Les tumeurs germinales, c'est surtout l'étage moyen. L'évolution peut se faire vers la dégénérescence maligne. D'accord, ça veut dire que cette tumeur devient maligne. L'infection, cette tumeur peut s'infecter, perforer, invasion des structures de voisinage. Le traitement, il est chirurgical et on fait la radio. D'accord, on fait la radio si c'est une tumeur maligne. Les kystes pleuropéricardiques, le siège le plus souvent au niveau de médiastin antéro-inférieur. D'accord. Et pour l'expansion bronchogénique, on a dit inféro-moyen. Le siège le plus souvent au niveau de kyste, d'accord, il est chez les deux sexes. Et il est mieux cliniquement malgré sa voluminosité. Malgré sa taille, il n'y a pas de signes cliniques. La radio, comme
comme les autres tumeurs médiasténaux, opacité, dense, bien sûr le diamètre, siégeant au niveau de l'angle cardiophrenique antérieur, parce que si antérieur, elle est dans l'angle cardiophrenique, parce que c'est inférieur. Et plus souvent à droite qu'à gauche, d'accord. Il y en a qui se pleuropériane, qui est droite, je ne sais pas pourquoi. Rarement postérieure, c'est qui sont rarement postérieures, d'accord. C'est surtout antérieure. Sa forme peut changer avec le changement de position. La TDM, bien sûr, on fait la TDM. On trouve des densités plus proches de l'eau que les kystes. Le diagnostic, c'est quand on fait l'opération, c'est péropératoire. Le traitement, c'est l'obstruction thoracique et on fait une surveillance avec radiothorax pour ces kystes. Même dans les tumeurs germinales, la radiothérapie en cas de tumeur maligne. Pour les tumeurs de médiastin moyen, le médiastin moyen, c'est les adénopathies et les kystes bronchogéniques. Les adénopathies peuvent être bénignes ou malignes. Malignes, c'est les lymphomes. C'est tout. Les kystes bronchogéniques, ils plus souvent au niveau de médiastin antéro-inférieur. Les kystes bronchogéniques, c'est moyen ou moyen-inférieur. Mais il peut siéger au niveau postérieur et elles sont souvent asymptomatiques chez l'adulte. D'accord? Il n'y a pas de symptômes chez l'adulte. Comme les autres tumeurs du médiastin, opacité, le diamètre, la forme, elle est sphérique. Elle est bien limitée, elle est homogène. Il y a rarement des niveaux hydroaériques, d'accord. Juste en cas de surinfection, on trouve un niveau hydroaérique. Ces parois peuvent se calcifier. Même les parois de kystes bronchogéniques peuvent se calcifier. Et sur le ciel, on distingue les kystes paratrachiaux, de côté de l'autre de la trachée, sous-carinaire, hilaire, d'accord, dans le hile, rétrocardiaque en arrière du cœur, para-œsophagien, par d'autres de l'œsophage. Le diagnostic c'est péropératoire. Le traitement est chirurgical. On fait la chirurgie, dit que le diagnostic est posé afin d'éviter les complications. D'accord, pour éviter les complications, parce que les kystes bronchogéniques peuvent augmenter de volume et comprimer les organes de voisinage, comme l'œsophage, comme le péricarde, comme les oreillettes. Imaginez la compression, surinfection. Ces tumeurs peuvent s'infecter avec perforation bronchique. Et imaginez hémorragie dans la cavité. Tumeurs de médiastin postérieur. Les tumeurs, c'est les tumeurs nerveuses et les tumeurs de l'œsophage. Les tumeurs nerveuses, elles représentent 63% des tumeurs de médiastin. Il y a les neurinomes, c'est les nerfs, schwannomes, c'est la gaine, les sympathomes, c'est les cellules sympathiques, neurofibrome. Dans le cadre de la maladie de Rickenhugson, c'est ça. Bon, c'est le neurofibromatose 1. Le neurofibromatose 1. La neurofibromatose 1, il y a les taches cafiolées. Il y a des taches cafiolées et il y a aussi des nodules cutanés. Le neurofibromatose, d'accord, la maladie de Recklinghausen, la maladie de Recklinghausen, c'est le neurofibromatose 1, on trouve les taches cafiolées et les nodules cutanés multiples. Il y a aussi le neuroblastome, c'est des tumeurs kystiques, elles sont toujours malignes à partir des cellules embryonnaires. Parce que c'est blastome. Tumeur de l'œsophage. Les tumeurs de l'œsophage, c'est les adénocarcinomes. D'accord, adénocarcinomes. Et même, il y a le carcinome épidermoïde. D'accord. Adénocarcinome à cause des glandes. Et il y a l'autre type, c'est l'épidermoïde. C'est dans le médiastin postérieur. Et je vous remercie pour votre attention.